au nom de la solidarité entre expatriés. Bon, nous travaillons ensemble dans une communauté d'idées. Ça, c'est une bonne question. Moi, je n'ai qu'une question à vous poser. Aujourd'hui, je vous invite à plonger au cœur des relations interculturelles et des aventures de couples dits des couples de Français vivant à l'étranger. C'est un voyage assez passionnant dans lequel un des partenaires va trouver son chez-soi, ou son chez-lui plutôt, loin des frontières familiales, tandis que l'autre découvre l'art complexe de se déraciner par amour. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir avec moi une experte émérite dans le domaine, Adélaïde Fulconis, qui est psychologue basée dans la baie de San Francisco. Adélaïde ne se contente pas d'analyser les défis de couple en expatriation, elle répond aussi aux questions brûlantes que vous nous avez soumises au cours des dernières semaines sur Instagram. Avant de plonger dans notre conversation avec Adélaïde, permettez-moi de partager avec vous quelques statistiques. On a posé donc quelques questions, je vous le disais, sur Instagram, et voici les résultats des sondages. Saviez-vous que 84% des personnes interrogées se trouvent actuellement dans une relation de couple ? Parmi eux, 61% ont entrepris leur expatriation en couple, ils sont donc partis à deux. Et pour les 39% restants, une aventure solitaire qui réserve parfois de belles surprises avec presque 1 sur 2 qui dit avoir trouvé l'amour à l'étranger. Environ 2/3 de ces aventuriers affirment, et je pense que c'est une statistique qui est très importante à garder en tête, avoir rencontré des difficultés de couple à l'étranger. Et pour une personne sur 5, ces défis s'étendent même à la relation avec la belle famille. Bref, on a pas mal de choses à aborder. Adélaïde, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans French Expat. Comment allez-vous ? Très bien, merci Anne-Fleur. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous rejoindre et de répondre aux questions de nos auditeurs ainsi qu'à vos questions, celles que vous avez préparées pour aujourd'hui. Bonne Saint-Valentin en avance. Écoutez, je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. J'ai réparti les questions de manière chronologique. On va parler donc de avant l'expatriation, on va parler de une fois qu'on est parti, et on va parler de l'après, qui parfois se termine pas à deux, et aussi du retour. Alors, pour parler du avant, la première question que j'ai pour vous, c'est quels sont les défis les plus courants, finalement, que les couples multiculturels peuvent rencontrer une fois qu'ils partent en expatriation. Multiculturel, ça veut dire des gens qui n'ont pas forcément grandi dans la même culture. Alors, en fait, dans votre question, déjà, moi, j'entends plusieurs questions. Donc, j'entends les défis les plus courants auxquels vous me dites les couples multiculturels. Donc, on ne parle pas de couples franco-français, on va parler de couples mixtes qui sont confrontés à l'idée de l'expatriation. Alors, je dirais qu'en fait, pour moi, la première question, c'est qui décide de partir ? Comment la conversation est amenée, comment on en discute ensemble et comment on est honnête, en fait. Parce que parfois, la personne qui entre guillemets, doit s'expatrier ou a la proposition d'expatriation peut ne pas être la plus enthousiaste. On ne sait pas, en fait, qui est enthousiaste et qui est leader sur le projet. Vous voyez, la personne peut s'être vue offrir une possibilité de travailler à l'étranger et l'autre dit « Ah ouais, super, on y va ». Ou l'inverse, vous voyez, donc de voir quelle énergie il y a pour chacun avant de penser à nous. C'est-à-dire, on a tendance en couple à se dire « Ah, il faut qu'on trouve un nous ». Et dans le nous, il y a un compromis. Et c'est ce compromis qui peut porter vraiment atteinte plus tard à l'équilibre du couple. Ne cherchez pas le compromis dans la prise de décision de « nous partons en expatriation ». Pensez d'abord je suis amenée à partir, ma boîte m'appelle, j'ai un problème, j'ai la possibilité d'investir à l'étranger, j'ai cette option. Qu'est-ce que ça me fait à moi ? Et de laisser la liberté à mon partenaire, mon conjoint, qu'est-ce que lui, il a envie de faire de ça ? Et ensuite, de voir seulement après, prenez le temps de la discussion. Qu'est-ce que ça vous fait à vous ? Je dirais que le défi majeur, c'est ça. Comment on part de « je reçois cette possibilité » à « et toi, qu'est-ce que ça te fait ?» Et puis « et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on décide ? On décide de partir ensemble, c'est quoi le défi ?» Voilà. Parfois, ça peut aussi partir d'un projet commun. Et dans ces cas-là, peut-être, puisque vous me parlez de couple biculturel, peut-être que on était dans le pays d'un conjoint
Et puis, on va partir dans le pays de l'autre conjoint. Donc, tout à coup, on part d'un confort, vous voyez, du couple qui va s'appuyer sur une personne qui est plus confortable dans sa culture d'origine. À tout à coup, on fait l'exercice inverse. Un équilibre Voilà. complètement inversé, quoi. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est aussi un défi, parce que ça va être un défi pour le couple. Et comment on laisse la liberté à chacun de s'exprimer, je dirais que c'est ça. Le défi pour moi, c'est comment on ne s'englobe pas dans le nous quand le nous ne répond pas exactement à ce qu'on ressent intérieurement. Est-ce qu'on a la liberté de partager ce qu'on voudrait pour nous ? J'imagine qu'il y a des couples aussi chez qui ça peut créer pas mal de ressentiments. Comme vous le disiez, il y en a un qui est moteur, l'autre qui l'est pas du tout. À force de freiner des quatre fers, on peut justement ne pas partir. Je sais pas si vous avez des conseils justement pour gérer ce déséquilibre au sein du couple. Alors, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'essayer de rester authentique. C'est-à-dire, quand on freine, parfois on va freiner beaucoup plus parce qu'on ne sait pas exprimer. Nos forces inconscientes sont beaucoup, beaucoup plus puissantes que nos forces conscientes. Donc, si consciemment, vous pouvez dire, en fait, j'ai pas du tout envie, là, tu me proposes ça, partir à l'étranger ou retourner dans ton pays d'origine, alors que moi, je suis en pleine ascension professionnelle, les enfants sont à l'école, on a une vie bien ancrée, ça me déstabilise, ça me fait peur, j'en ai zéro envie. Vous allez voir qu'en disant ça, en le posant, peut-être que 15 jours plus tard, un mois plus tard, vous allez évoluer. Ça va bouger, ça va changer, juste parce que vous avez pris la liberté d'affirmer ce qui était vrai pour vous. Ne pensez jamais que les choses sont figées, parce qu'elles ne le sont pas. L'émotion qui vous traverse, par exemple, ça me met en colère, ça me frustre, j'en ai pas envie, ça me déprime, ça va pas rester pour autant que vous l'acceptez, cette émotion. Du coup, on sait donc que la communication et le fait de s'exprimer, chacun, que l'on soit en expatriation ou non d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres signes précurseurs ou des indicateurs, je sais pas, que les couples devraient surveiller en fait tout au long de leur expatriation pour s'assurer, je sais pas, justement d'une expatriation un peu qui se passe bien et pour détecter et éventuellement empêcher finalement la survenue de difficultés liées à ce départ à l'étranger? Je pense qu'en fait, le départ à l'étranger, il l'insécurise, d'accord ? À la fois, il peut créer de l'excitation, il peut créer... mais globalement, il déstabilise. On perd ses repères. On perd son repère quotidien, c'est-à-dire des choses aussi simples que le trajet du bureau, le trajet de l'école, son domicile, les courses, la façon dont on gère les médecins, toutes nos ressources, notre famille, nos amis, etc. Donc on perd tout ça et on se ressente uniquement sur, au départ, le couple. D'accord ? Le couple, on est là tous les deux, on part en famille, on a la responsabilité d'emmener nos enfants ou on part seul, mais toute l'énergie est centrée tout à coup sur le couple. Et parfois, c'est trop. C'est trop intense. Ça fait peser beaucoup trop de responsabilités en fait aux partenaires, l'un et l'autre, d'être tout pour l'autre, c'est trop. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour peut-être tout de suite, une fois qu'on arrive sur le lieu de l'expatriation, rejoindre des associations, rencontrer des gens, parce qu'effectivement, les difficultés qui vont être rencontrées par le partenaire qui, lui, va être tout de suite engagé dans une activité professionnelle, peut-être nouvelle, avec des nouvelles perspectives. Il y a un stress au travail qui est extrêmement différent du stress ressenti par le parent qui reste à la maison, qui doit s'occuper des enfants, qui doit trouver les nouveaux magasins, les médecins, gérer l'adaptation des enfants dans un nouvel environnement scolaire, se trouver lui-même. Vous voyez, donc, les challenges sont très importants afin de créer un nouvel ancrage. Donc, je pense que ce qui est important, c'est très vite se trouver une communauté support sur place. C'est ça que je dirais, c'est-à-dire ne pas faire peser sur le couple la totalité des challenges de l'expatriation. Moi, je me souviens, je vais vous donner un exemple qui est le mien, mais en tant que femme expat, au départ, j'avais des challenges très bêtes, de lessive, de trucs bêtes qui m'empoisonnaient la vie. Et évidemment que ça pollue le couple, c'est franchement pas très intéressant à partager en couple. Donc, si vous pouvez utiliser les ressources sur place, il y a toujours plein de ressources, de lieux où vous regardez les Françaises expatriées à l'endroit où vous êtes, qui sont ravis de vous aider avec ces trucs basiques parce qu'elles sont passées par là. Et puis, ça évite que vous polluez votre relation avec ce genre de soucis.
qui sont pour autant importants dans votre quotidien. Voyez ? Et c'est vrai qu'on a parfois tendance à se dire je suis pas partie à l'étranger pour retrouver les Français du coin. Mais finalement, je trouve que sur la durée, moi, la première, j'étais un peu à me dire ça. Mais maintenant, ça fait 15 ans que je vis aux États-Unis. Et c'est vrai que sur la durée, pour que ça tienne, pour que ça dure, se rattacher, en fait, que ce soit à ses racines, que ce soit trouver des réponses à certaines questions. Alors moi, c'était quand je suis devenue maman que je me suis pas mal rapprochée aussi de cette communauté. Ça m'a vachement aidée. Voilà, ça peut. Le mot béquille est peut-être un petit peu péjoratif, mais en tout cas, ça peut vraiment aider à se sentir chez soi et à continuer d'avancer, comme vous le dites, sans polluer son quotidien avec des questions parfois un peu handicapantes. J'ai envie de rebondir sur ce que vous dites parce que effectivement, j'ai parlé d'ancrage, mais en fait, on est en train de se créer une maison ailleurs. Et se créer une maison, c'est pas seulement mon conjoint qui crée la maison, on la crée avec tout un environnement. Et notre environnement, petit à petit, il faut poser des jalons. Donc il faut pas avoir peur de prendre des risques, parfois d'aller sonner chez le voisin et de lui demander une ressource. Parce que les gens aiment naturellement, en tout cas dans beaucoup de cultures, les gens ont le sens de l'accueil. Et ils aiment bien rendre service, en fait, et ils aiment bien être utiles. Donc si vous arrivez et vous vous demandez comment je peux faire ça, ou est-ce que je recherche tel produit, je le trouve pas, enfin parfois ça peut donner lieu à des conversations amusantes. Et c'est une façon de se faire des amis aussi dans sa communauté d'accueil ou dans le lieu où on se trouve. Vite rencontrer des gens par des actes tout bêtes de la vie quotidienne. Alors, je rebondis sur ce dont on parlait par rapport à la multiculture. Donc, pour parler plus spécifiquement des couples biculturels, je le disais en introduction, un peu moins d'une personne sur deux qui est partie en expatriation seule affirme avoir rencontré l'amour à l'étranger. On a Cécile du compte Instagram Asheville in French qui nous demande quelles sont les différences multiculturelles auxquelles on ne pense pas forcément, que l'on devrait absolument discuter dans le couple au début d'une relation. Est-ce que... Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de recette toute faite, mais est-ce que vous auriez quelques indicateurs là-dessus ? C'est étonnant. Dès que vous posez cette question, en fait, la première chose qui me vient, c'est la question des limites. Alors, j'ai envie d'utiliser le mot anglais parce que je trouve qu'il est beaucoup plus juste, de boundaries. Et en fait, quand on parle de couple, on parle d'intimité. Et c'est très important. Et l'intimité, parfois, dans certaines cultures, on peut avoir l'habitude... par exemple, je sais pas, dans une culture où on est très à l'aise avec son corps, on va peut-être se dévêtir facilement, alors que pour l'autre, pour le conjoint, ça peut être quelque chose qui est à process avec, on demande, on en parle, ou par exemple, un conjoint est dans la chambre et l'autre rentre sans frapper à la porte. Vous voyez, ce genre de choses, en fait, je crois que dans mon travail, c'est ce qui blesse le plus. Donc, poser des questions de qu'est-ce qui, dans ta culture, ça suppose une grande curiosité, une grande curiosité de l'autre, mais de se dire quelles sont les choses qui se font et qui ne se font pas. Par exemple, je pense à autre chose dans des cultures où l'enfant ne doit jamais regarder l'adulte dans les yeux. Si vous élevez des enfants ensemble, eh bien pour l'un, peut-être que la culture va commander que l'enfant regarde dans les yeux parce que sinon c'est mal élevé. Et l'inverse, vous voyez, je prends des petits exemples, mais des exemples comme ça, il y en a à l'infini. Comment je dis bonjour ? Comment je remercie ? Qu'est-ce qui est des petits actes de la vie quotidienne que l'autre va pouvoir juger ? Voyez, vous sentir humilié et en fait, vous ne réalisez pas que cette humiliation n'a d'autre source que votre vécu culturel, ce qu'on vous a appris depuis que vous êtes tout petit. Des choses aussi bêtes de comment je serre la main, est-ce que je mets les mains sur la table, sous la table, comment je dis bonjour, est-ce que c'est OK de faire un hug ou non, il y a des cultures, c'est pas du tout OK de faire un hug. C'est mal vu, c'est considéré comme intrusif. Et je crois que pour moi, en tout cas, ce sujet que je rencontre tout le temps dans les couples multiculturels avec lesquels je travaille, c'est vraiment la question de l'intrusion et de la place. Qu'est-ce qui est OK de faire ? Vous voyez comment certaines cultures très chaleureuses, on va se jeter les uns sur les autres et hop, on se fait un énorme câlin immédiat, alors que dans une autre culture, ça va être tu dois me demander l'autorisation pour t'approcher aussi près de mon corps.
Et je crois qu'en couple, ça crée des blessures vraiment profondes et des incompréhensions qui sont source de conflits incessants. Et c'est dommage, parce qu'en fait, quelle beauté de se dire, ou de se dire, en fait, mon conjoint, il vient d'une culture, d'un environnement où toutes les règles sont complètement différentes, y compris celles de l'intimité, de se rencontrer, comment on se rencontre, comment on se rapproche l'un de l'autre. Ouais, donc la clé, c'est la curiosité, mais c'est pas facile parce qu'au début, d'abord, on sait pas forcément que c'est la personne avec qui on va vivre toute sa vie. Et puis, comme vous le dites, il y a différentes perceptions de tout. En fait, ça peut être culturel et ça peut paraître très intrusif finalement de poser toutes ces questions. Et puis, il y a aussi beaucoup de différences qui peuvent être liées juste à la famille dans laquelle on a grandi. Et ça, c'est vrai qu'on soit tous les deux nés en France ou qu'on soit nés l'un au pôle Nord, l'autre au pôle Sud. Enfin, j'exagère à peine, mais il y a une grande influence voilà, de la culture familiale dans laquelle on a grandi. Ça, c'est tout à fait vrai. Et donc, on peut dire que déjà, d'ailleurs, dans le travail de thérapie familiale que je fais, que les personnes soient multiculturelles ou ne le soient pas, on parle toujours de la culture familiale. Et chaque culture familiale est différente. Et je dirais que dans les couples qui ne sont pas multiculturels, il y a aussi cette dimension culturelle. Simplement, dans les couples multiculturels, elle est exponentielle. Elle est exponentielle. Et parfois, ça crée évidemment des murs d'incompréhension et c'est important de faire tomber les murs. Alors, j'ai entendu aussi, vous disiez, j'ai bien aimé, vous disiez, ça peut aussi être intrusif de poser des questions. Alors, parfois, on peut dire simplement, tiens, j'aurais envie de te poser ça comme question. Est-ce que c'est OK pour toi ? Finalement, quand on a envie d'avoir ces conversations, je me souviens d'une des choses qui m'a le plus marquée d'un des thérapeutes qui me formait. Il a dit, en couple, il faudrait apprendre au couple à, lorsqu'un partenaire veut parler à l'autre, lui demander « Est-ce que c'est OK pour toi ? J'ai une conversation importante à avoir aujourd'hui avec toi. Est-ce que c'est le bon moment ?» Parce que finalement, combien de fois est-ce qu'on arrive et l'autre est complètement absorbé et du coup, après, on va mal le prendre parce qu'il va nous dire « Oh là là, enfin, vous voyez le genre de réaction encore ?» Alors que si on vient en disant « Écoute, il y a un truc qui me tracasse, j'ai envie de te parler, c'est le bon moment », l'autre se sent invité, c'est comme une invitation. Non, c'est pas le bon moment. Bon, dans ce cas, peut-être que tu peux revenir vers moi quand c'est le bon moment pour toi. Et là, on pourra lui dire, en fait, ça fait 3 jours là que j'attends. Tu peux peut-être. Vous voyez ? Du coup, il y a quelque chose qui s'amorce, qui permet de dégonfler un peu et en même temps de créer un dialogue qui est ouvert à un moment qui est propice pour l'un et pour l'autre. Une fois qu'on est parti, il y a quelque chose qui revient énormément, c'est la problématique quand on est parti à 2 du conjoint suiveur et du conjoint, alors moteur au sens où c'est, cette personne-là qui permet d'avoir un visa, qui permet de partir à l'étranger. Est-ce que on pourrait parler un petit peu de cette dynamique de, alors je sais pas si ça se dit vraiment en français, mais power dynamics, la dynamique de pouvoir. Comment est-ce que cette dynamique peut changer au sein du couple quand on se retrouve justement dans un nouvel environnement culturel ? Je réfléchis parce que dans ce que vous dites, il y a plusieurs choses. J'aime bien faire écho à ce que j'ai dit avant. Donc avant, on a parlé de sécurité. Donc on vous arrache à votre environnement, vous partez de là où vous êtes, vous perdez certaines de vos attaches, ou en tout cas vous les coupez provisoirement, elles sont suspendues. Et donc vous êtes dans une situation d'insécurité. Donc suivant les personnes, de quoi vous allez avoir besoin le plus ? Est-ce que vous allez avoir besoin d'avoir confiance que votre conjoint est le bon leader, que vous allez pouvoir suivre en toute confiance ? Est-ce qu'au contraire, ça vous a atteint profondément dans votre besoin de reconnaissance, d'image de vous-même, etc. et vous avez très peur de cette dépendance ? Pourquoi pas le nommer ? Pourquoi pas, du coup, faire une recherche avec le conjoint sur comment ou seul d'abord, de quoi j'aurais besoin pour ne pas me sentir autant dépendante ou dépendant, d'accord ? De quoi j'aurais besoin ? Et si je dois assumer cette dépendance, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Est-ce qu'on parle de dépendance financière ? Vous voyez, il y a tellement de questions derrière tout ça. Alors moi, je dirais, si vous partez ensemble, votre amour, il est solide. Il faut penser comme ça. C'est important. Quand je reçois les couples, les premières séances visent à les convaincre
que leur amour est solide. Ah ouais, Voilà. d'accord. Que leur amour est solide. Alors bien sûr, c'est pas toujours vrai. Parfois, on rencontre des couples dont la fracture existe dès le départ. C'est plus complexe. Mais je dirais que dans la majorité des gens que je reçois, ils ont perdu le contact avec leur histoire d'origine. Ils ont perdu le sens des forces de leur couple. Donc se reconnecter avec les forces de son couple pour partir en expatriation permet de regarder la question de la dépendance très différemment. Alors, est-ce que c'est une dépendance qui se rejoue parce que peut-être qu'elle existait déjà, d'accord, ou les rôles, moi j'étais pas confortable dans mon rôle, j'avais déjà l'impression que j'étais dépendante financièrement ou dépendant financièrement, c'était moi qui m'occupais des tâches subalternes, ça me plaisait pas vraiment. Peut-être que, au contraire, l'expatriation est une occasion de redéfinir, de dire, en fait, tu vois, ce rôle-là, voilà, c'est une occasion de remettre les choses sur la table. C'est important de ne pas être dans un état où je subis. Si j'ai l'impression que je subis cette expatriation, signal d'alarme là, vite, 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 c'est important d'en parler. Je subis, je vais être dans un état de dépendance. Qu'est-ce que tu attends de moi en fait ? Évidemment, si on vous dit j'attends de toi que tu gères tous les trucs parce que moi je vais avoir un job d'enfer, donc j'attends de toi que tu gères tous les trucs de la maison. Si la personne en question ça lui convient très bien, mais si ça lui convient pas ou qu'elle se sent pas, vous voyez, suffisamment de reconnaissance, que tout à coup c'était une personne qui avait aussi un travail, peut-être un travail avec des aspirations professionnelles importantes, etc. Tout à coup se sentir arraché de ça. C'est vraiment important que le conjoint le reconnaisse. C'est vraiment important. Et qu'on définisse une temporalité, peut-être. Moi, je suis prête à te suivre, mais pour 2 ans, 3 ans, je mets mon job en suspens. Avoir vraiment conscience en couple du sacrifice. Je crois que plutôt que de parler de dépendance, s'il y a un sacrifice qui est fait dans l'expatriation, que ce soit une vraie prise de conscience pour chacun et pour le couple. Pour que plus tard, on puisse en reparler, qu'on puisse rebasculer, changer la dynamique, inverser. Vous voyez, tu as fait cet effort pour moi. Maintenant, peut-être moi, je peux mettre ma carrière en suspens ou je peux faire ça pour toi parce que toi aussi, tu as envie de te déployer. Vous voyez ? C'est là où je dirais qu'il peut y avoir un danger si la dépendance est une dépendance répétitive. D'accord. Alors, on n'a pas trop abordé la question de la dépendance financière, mais c'est une question très importante aussi. Oui, complètement. Ça touche un petit peu à une des questions que une utilisatrice ou un utilisateur, je ne sais pas, de Instagram nous a posé, qui s'appelle Petit Crabe. Quand le conjoint ne peut pas travailler à cause du visa, mais ça peut être lié à d'autres choses également, comment ne pas être désœuvré, comment ne pas en vouloir à l'autre et comment accepter le regard de la société sur sa situation ? Parce qu'il y a aussi ça, le jugement autour de nous. Alors là, il y a 3 questions, qui sont 3 questions très importantes. Donc c'est moi, ma relation à moi-même et ma relation vis-à-vis de la société. Alors, vis-à-vis de moi-même, ça touche très souvent des choses très profondes. Est-ce que mon travail est une partie très importante de mon identité ? Est-ce que je peux voir ou pas la possibilité de me réinventer, de me recréer en dehors d'une activité professionnelle. Pour certaines personnes, c'est une blessure extrêmement douloureuse. Et ça va être quelque chose sur lequel peut-être il va falloir, en couple, travailler, il va falloir trouver une place pour en parler. Évitez surtout de mettre le couvercle dessus. Et invitez-vous profondément à questionner votre conjoint sur qu'est-ce que ça lui fait de lâcher son job. Et vous reconnaître le sacrifice que ça représente, remercier, valoriser. On peut être valorisé différemment, mais souvent en couple on l'oublie et on oublie l'importance de valoriser l'autre, même si ces tâches, ça va être d'installer la maison, de créer un environnement agréable pour tout le monde, d'installer les enfants à l'école, etc. Et de se rendre compte du manque que ça représente de perdre son travail ou de perdre cette reconnaissance-là, et peut-être de la recréer différemment. On voit bien, certaines personnes s'engagent de manière très active dans des associations, qu'elles soient des associations de Français à l'étranger ou d'autres types d'associations. La vie associative peut être riche. Ou alors, peut-être l'occasion de se former à quelque chose qui nous intéresse, de réaliser un rêve, de peindre, de se mettre, de se mettre à chanter, de faire des choses dont on aurait rêvé et qui finalement nous étaient pas du tout
n'était pas du tout accessible dans notre vie d'avant. Donc ça offre un peu la possibilité de se réinventer pour justement ne pas sombrer dans la détresse et la frustration de perdre quelque chose. Acceptez ce deuil de votre travail. Ça me fait penser à ce livre de Gary Chapman sur les langages de l'amour, où donc ça peut être de différentes manières. Et vous le disiez, cette valorisation passe aussi par l'affirmation. Et donc c'est un des langages de l'amour qui sont les mots d'affirmation. Ça peut être le quality time, ça peut être le service, ça peut être les cadeaux tout court, ça peut être l'amour physique. Mais c'est aussi peut-être un truc à explorer en fait. Essayer de comprendre qu'on se dit pas forcément je t'aime de la même manière au sein d'un couple. Et en cas de difficulté aussi, ça peut aider finalement de comprendre vraiment ce dont a besoin l'autre personne. En fait, vous le dites très bien, Anne-Fleur, c'est un vrai défi pour comprendre quel est le langage de notre conjoint, en fait. De quoi il a besoin quand quelque chose de fondamental lui manque. Puisqu'en fait, c'est quelque chose de fondateur, le travail, c'est fondamental pour beaucoup de personnes, hein, c'est là où il se réalise. Et donc, quand ça manque, c'est une occasion pour le conjoint de venir dire son amour, en fait. Et pour ne pas rater cette façon de dire son amour, il faut rentrer dans le registre de l'autre. Et c'est ce que vous dites, hein, rentrer dans le registre de l'autre, ça va dire, si l'autre, ce qu'il aime, c'est qu'on lui dise des mots valorisants, etc., et qu'on arrive avec des cadeaux, ça va pas le faire, en fait. Ça va pas le faire. Donc, c'est une occasion aussi de se redécouvrir ou de se découvrir sous un autre jour et d'essayer de continuer surtout ce dialogue très riche qu'on peut avoir en couple, même dans les moments compliqués. Mais complètement. Je vous recommande ce livre d'ailleurs. Je mettrai le titre dans les notes de cet épisode. On a beaucoup de questions sur ce déséquilibre en fait. Voilà, quand on a quelqu'un qui est suiveur et l'autre qui ne l'est pas, ce déséquilibre qui se forme au sein du couple. Je vais vous poser quelques questions. Vous allez voir, ça se recoupe et puis on peut approfondir ensemble à nouveau. On a Clara qui nous parle donc du fait d'être épouse suiveuse. Elle nous parle de cette dépendance, comment accepter d'être dépendant, on en a parlé un petit peu. On a Adeva qui nous demande comment faire pour que celui qui suit, quand il n'est pas bilingue, il y a aussi cette question de la langue, s'épanouisse. Alors c'est peut-être une autre forme de dépendance justement par rapport à la langue. On a Marie Lost in Singapore, j'imagine qu'elle s'appelle Marie. Comment trouver un équilibre pour le conjoint suiveur qui a quitté son emploi et repart de zéro. On a Eco Expat de l'île Maurice qui nous demande comment gérer l'évolution personnelle liée à l'expatriation quand le couple, lui, n'évolue pas. Peut-être qu'on peut s'arrêter peut-être un petit peu sur celle-ci. Ok, alors c'est dans cette question-là, déjà, quand le couple n'évolue pas, je me demande si derrière ça, il n'y a pas quand mon conjoint n'évolue pas, c'est-à-dire que moi, je me retrouve face à une difficulté, je me sens en état de dépendance, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour moi, et beaucoup de personnes le vivent mal. On est dans un monde qui nous demande tout le temps d'être indépendant, en fait. Et plus le monde évolue, plus le monde s'accélère, plus on doit être indépendant. Et c'est ce qui est valorisé par notre société. C'est valorisé d'être indépendant, d'être débrouillard, d'être regardé face au net, face à tout ce qu'on doit faire comme tâches quotidiennes, les tâches qui s'accélèrent. On doit être de plus en plus indépendant. Et donc accepter, reconnaître cet état de dépendance et ce qu'il nous fait, je dirais en premier lieu, interrogez-vous sur qu'est-ce que ça vous fait. Parce que pour chaque personne, ça va être différent. Peut-être ça vous met dans un état d'impuissance. Peut-être au contraire, ça vous met dans une boulimie d'activités qui vont vous nourrir ou pas. Peut-être ça vous plonge dans un stress, énormément de stress. Peut-être vous allez sentir accélérer votre dépendance vis-à-vis de votre conjoint, c'est-à-dire une dépendance affective également. Ou alors, au contraire, vous allez vouloir vous débrouiller tout seul et ça va vous éloigner de votre conjoint, comme si vous étiez puni en fait et qu'il faut que vous vous débrouilliez tout seul. Vous voyez, donc c'est important de vous interroger d'abord sur qu'est-ce que ça vous fait à vous. Avant d'incriminer directement votre conjoint, il ne me regarde pas, il a rien compris, il voit pas ce que je fais pour lui, etc. Ce qui est la tendance générale, on fait tout ça, on fait tout ça. En couple, la première chose qu'on fait, c'est de se dire que tous nos problèmes viennent de l'autre. Posez-vous la question d'abord, qu'est-ce que ça me fait à moi ? Et puis ensuite, si mon couple n'évolue pas,
est-ce que j'ai pu prendre le risque de dire déjà ce que cette expatriation me faisait vivre, mon incompétence? Est-ce que ça questionne mon incompétence? Par exemple, on parle de la langue, on parlait de la langue. Je parle pas, je peux pas communiquer, je me sens isolée. Cet isolement, est-ce que j'en suis honteuse ou en fait, je peux en parler? Parce qu'en fait, tous les expats le vivent, l'isolement, au départ. Moi, je me souviens d'être arrivée, j'avais 5 enfants et je connaissais pas une seule personne, pas une. Tout était un challenge et dans le pays où j'étais, j'avais absolument pas le droit d'être libre à aucun moment. Je devais avoir mes enfants accrochés à moi tout le temps. Donc c'était un sacré challenge. Et donc au début, beaucoup de peur, en fait, beaucoup de peur de se dire est-ce que je peux demander, est-ce que je vais pas avoir l'air bête, est-ce que là ma voisine pourrait me garder mes enfants quelques heures pour que je puisse aller faire mes courses. Enfin, des choses de base. Mais je dirais que interrogez-vous sur ce que ça vous fait à vous et vous dire en fait ma peur, mes angoisses, mon incertitude, ma dépendance. Quel impact ça a sur mon conjoint? Est-ce que mon conjoint, il prend un plaisir à ce que je sois dépendante? Il adore ça, en fait. Ou est-ce qu'au contraire, ça le gonfle? Parce que ça change complètement la dynamique du couple. Donc, la certitude, c'est que votre dynamique de couple, elle va changer. Elle va être affectée. Ne prenez pas ombrage, n'ayez pas honte. Dites-vous simplement en quoi ça a changé. Faites un état des lieux et partagez votre état des lieux avec votre conjoint. Dire, tu te rends compte, en fait, voilà, j'étais hyper indépendante, socialement, je me sentais libre, j'avais tout mon groupe d'amis, etc. Et là, je me retrouve à tes crochets, j'ai un peu l'impression d'être comme une morue accrochée à toi. Comment on peut faire pour sortir de ça? Ça va être quoi les premiers pas? Peut-être y réfléchir ensemble. Je rebondirais bien sur... alors, je pense qu'il s'agit, dans le cas de la question que je vais vous poser, de couples multiculturels, donc avec une famille qui vient de France et l'autre qui vient de peu importe où dans le monde. La question vient de Froggyfish NZ, j'imagine en Nouvelle-Zélande. Comment gérer les critiques de la famille en France sur le fait qu'ils ne voient pas grandir leurs petits-enfants? Il y a une question de culpabilité aussi, en fait, sur l'un des conjoints. Ça peut être le cas justement quand on a rencontré le grand amour à l'étranger et que c'est là qu'on s'est installé. Et donc, il y a un déséquilibre, peut-être une jalousie des grands-parents, je ne sais pas. Merci beaucoup pour cette question. Je suis très sensible à cette question, en fait. C'est une grande douleur. Je pense que c'est une grande douleur pour les familles, justement. J'ai été amenée à travailler avec une famille récemment pour qui c'était vraiment une douleur profonde, un arrachement déjà à l'échelle des parents, de devoir élever son enfant loin de sa famille d'origine. Et cette douleur était amplifiée par une relation peut-être assez fusionnelle entre la mère et sa famille d'origine. Donc cette rupture était mal vécue, c'était mal vécu par le conjoint dans le pays d'accueil. Ça a rendu la relation de couple extrêmement tendue et complexe, et la relation avec la belle-famille aussi. Alors, j'aurais à dire qu'en fait, quand vous partez pour aller épouser quelqu'un à l'étranger, pour vos parents, pour les parents du conjoint qui quitte le pays, c'est un deuil. C'est-à-dire, c'est très difficile à accepter que finalement, notre enfant a choisi d'aller vivre à l'étranger, d'élever son enfant dans une autre culture. Et donc, le ressenti des grands-parents est un ressenti négatif, très souvent pas assumé du tout. C'est-à-dire que ça va sortir sous forme de reproches. T'es parti. Tu nous as quittés, tu nous arraches nos petits-enfants, etc. Ce qui crée une dynamique qui est blessante pour tout le monde et qui règle rien du tout. Et je pense que la source du problème vient de là. C'est-à-dire qu'après, ça se reporte sur les petits-enfants. Mais la source, c'est au départ, tu as choisi de partir et d'aller vivre à l'étranger
D'accord ? Donc ça, c'est un premier problème avec votre famille d'origine. Et la source du problème, elle est là. Donc venir dire aux parents, peut-être c'était dur pour toi ou pour vous quand je suis partie. Et parlez-moi de ça. Parlez-moi de ça. Parce que ça va désamorcer la situation. Alors, vous m'avez aussi posé la question de l'autre côté, c'est-à-dire ce que vous m'avez nommé belle famille. Hein. Donc la belle famille, c'est de l'autre côté, c'est la famille d'accueil qui accueille un conjoint étranger avec des pratiques différentes, une façon d'élever les enfants qui est différente, etc. Est-ce que c'était aussi le sens de votre question ? C'est ça ou pas tout à fait ? Enfin, c'est pas moi qui ai posé la question, mais je l'interprète aussi comme ça, ouais. Je suis pas certaine que ce soit dans ce sens-là, mais peut-être que tout l'éclairage permettra à la personne de s'y retrouver. Et pardonnez-moi si c'est pas exactement ce que la personne voulait dire, parce que je n'ai pas tous les éléments du contexte. Hein. Et je voudrais toujours dire à chacun que si vous vous sentez pas reconnu dans ce que je dis, je ne donne pas de vérité, j'assène pas de vérité. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai vraiment à cœur d'aller précisément là où la personne se sent blessée. Et chaque personne a un vécu, une histoire différente. Et donc, je veux respecter tous les vécus de chacun. Et je peux pas tous les englober dans mes réponses. Donc, pardonnez-moi si vous vous sentez pas entendu ou compris dans ce que j'apporte dans ce podcast aujourd'hui. Mais pour répondre à cette question par rapport à la belle famille, je dirais que chaque parent, on va les appeler grands-parents, hein, parce que là, on était dans une famille à 3 étages, on a toujours le rêve du conjoint idéal pour notre enfant. Et donc, quand on accueille un conjoint étranger, c'est rare que ce conjoint étranger, il rentre dans les cases du conjoint idéal qu'on avait imaginé. Déjà, le conjoint idéal qu'on avait imaginé, il n'existe pas en général. Il n'existe pas, c'est bien clair. Mais là, c'est encore plus amplifié parce que d'un seul coup, il va falloir faire des efforts pour accueillir ce conjoint étranger. Il parle peut-être pas la même langue, il se comporte pas de la même façon, il arrive chez vous... Vous avez l'habitude peut-être d'avoir des longs déjeuners à table. Lui, c'est le truc qui l'insupporte. Ça se fait pas dans sa culture. Chez lui, on ouvre le frigo et on sert. Vous voyez, toutes sortes de choses qui peuvent être fondamentalement différentes, qui vont heurter. Donc, on commence par avoir ces espèces de frottements qui se font pas naturellement, qui font que c'est un effort d'accueillir le conjoint différent, le conjoint étranger. Et ça se reporte après sur les petits-enfants. Donc, non seulement on peut être privé de voir ses petits-enfants régulièrement, mais en plus, on attribue finalement peut-être les mauvais comportements de cet enfant, le fait que d'un point de vue éducatif, on s'y retrouve pas en tant que grands-parents, on voit cet enfant grandir et il nous ressemble pas, il ressemble pas aux autres petits-enfants qu'on peut avoir et on se dit ça y est, c'est la faute du conjoint étranger qui lui, il a rien compris, c'est pas comme ça qu'on élève des enfants. Et là partent en spirale des jugements qui sont extrêmement blessants, en fait, plutôt que d'accueillir ce conjoint étranger qui, lui, fait avec sa culture d'origine et a, au contraire, beaucoup à apporter. On parle beaucoup des questions de diversité aujourd'hui. Et c'est une chance pour ces petits-enfants d'être le fruit de cultures différentes. Donc, encore une fois, j'aurais envie de vous dire, mon mot favori, soyez curieux, posez des questions. Interrogez-vous sur qu'est-ce qui fait finalement qu'on a appris à mes petits-enfants à ouvrir le frigo et qu'est-ce qui fait que ces petits-enfants, s'ils sont loin de moi et que ça me manque, mais pourquoi pas sauter dans l'avion et aller passer plus de temps avec eux ? Pourquoi pas proposer des choses plutôt que de se retrouver dans « Oh, je les vois jamais »,« Oh, ils me manquent »,« Oh, c'est des petits-enfants élevés loin de moi », etc. Mais si vous avez ce désir, derrière votre frustration, il y a ce grand désir de voir vos petits-enfants, mais profitez-en. Allez proposer au couple en question de les prendre pendant 8 jours pour qu'ils puissent partir en amoureux. Vous ferez un cadeau merveilleux au couple de vos enfants. Et puis, les petits-enfants se feront une joie de vous découvrir en tant que grands-parents. Ne restez pas assis dans vos frustrations. Je voudrais continuer sur quand ça ne se passe pas bien, finalement, quand ça ne se passe pas comme prévu. Alors c'est pas vraiment une question, c'est quelqu'un qui aimerait qu'on aborde ce sujet, Made in Family, qui nous demande quand il y a divorce et que l'un des parents décide de retourner en France, mais pas l'autre. Alors il n'y a pas vraiment de question, mais est-ce qu'on pourrait parler de ça ? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Est-ce qu'il y a des choses à prendre en considération ? J'imagine, puisqu'on parle de parents, on veut qu'on parle des enfants qui restent et qui se retrouvent
retrouve peut-être partagé entre, alors j'allais dire 2 continents parce que nous, toutes les 2, on vit aux États-Unis, mais on n'est pas forcément obligé d'être si loin. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur ce sujet ? Ah oui, volontiers. C'est un sujet qui me touche beaucoup. Et c'est un sujet qui est plus fréquent qu'on l'imagine, hein. Ça arrive assez souvent, en fait. Donc, j'aimerais bien rejoindre toutes les personnes qui traversent cette douleur, hein, non seulement de vivre une séparation, mais en plus que cette séparation soit amplifiée par la distance, parfois des enfants qui vont être amenés à voyager, hein, à chaque vacances scolaires pour aller retrouver le parent qui ne vit pas avec eux. Et c'est pas toujours le parent masculin. Je voudrais le souligner et mon cœur va directement aux mamans qui peuvent être aussi séparées de leurs enfants pour des raisons professionnelles ou pour d'autres raisons. Ça n'est pas toujours attribué à l'homme, pas toujours. Et en fait, je dirais que quel que soit, essayez de autant que vous pouvez de garder vos ressources, c'est-à-dire pensez quand vous vivez cette douleur qui est amplifiée par la distance, par une double séparation, essayez de penser à qui sont vos personnes ressources, à qui vous allez pouvoir en parler, essayez de trouver une place pour parler de ce que vous vivez sans jugement. Ce qui va être difficile parce que les jugements vont bon train. Quand on a été expatrié, souvent on nous dit les gens sont jaloux de votre expatriation, se disent oh là là, c'est merveilleux, tu vis quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous revenez en France avec le divorce, la séparation, les enfants à distance, vous revenez avec un lourd poids et vous vous sentez souvent pas si bien accueilli ou alors victimisé. Ce qui est peut-être pas non plus la place que vous voulez avoir. Vous n'avez pas envie d'être dans cette place où on vous victimise. Donc, essayez de trouver, même si vous avez 2-3 amis qui vous écoutent, prenez vraiment et n'hésitez pas à défendre cette place qui est juste ce que vous avez à dire. Alors, j'ai encore autre chose à vous dire sur ce sujet. Pour les enfants, si vous êtes séparés de vos enfants et qui sont loin de vous, je peux vous assurer que la relation n'est pas foutue. Loin de là, et que vous pouvez, de manière assez merveilleuse, grâce à tous nos outils Internet, garder un contact avec vos enfants, surtout, garder le contact d'une façon simple. C'est-à-dire, imaginez que peut-être tous les jours, ou un jour sur 2, même si c'est 1 minute ou 2, vous allez laisser un petit message à votre enfant. Rien que ça, je peux vous assurer que même si au départ l'enfant vous en veut à mort, petit à petit, il reconnaîtra votre présence. Ne lâchez pas. Essayez de vous intéresser. Si vous appelez que votre enfant, il vous dit « Ah non, pas là maintenant, papa ou maman, parce que là, je suis occupée, je suis en train de jouer. » Dites-lui « Ok, très bien, je voulais juste te laisser un petit message, je t'embrasse, amuse-toi bien. » Et continuez. Ne lâchez pas. Ne vous dites pas que votre enfant vous ignore, que ne le prenez pas personnellement. Revenez sans cesse. Votre enfant, à un moment donné, ça fera le déclic. N'abandonnez pas, surtout n'abandonnez pas, ne rajoutez pas à la douleur de la séparation, de vivre une séparation encore plus violente. Et je peux vous assurer que j'ai des exemples dans ma clientèle assez merveilleux de parents qui ont réussi à construire des relations extraordinaires avec leurs enfants à des milliers de kilomètres. La dernière question que je voulais vous poser, ça concerne le retour. Alors, c'est Laurence Martucci qui nous pose la question. Comment arriver à un consensus quand on veut rentrer en France, mais que l'autre ne veut pas et l'autre veut rester? Alors, dans ce cas-là, c'est aux États-Unis. Alors, écoutez, Laurence, je vais essayer de vous répondre directement. Je crois que c'est une question, merci pour votre question, c'est une question qui va éclairer beaucoup d'autres couples. Je pense que beaucoup de couples sont à la recherche du consensus quand on veut rentrer et l'autre pas. Et moi, j'aurais envie de vous dire, et si vous imaginiez d'autres options? Alors, ça vous paraît vraiment compliqué, mais si vous imaginiez des options où peut-être l'un rentre avant l'autre, testez l'eau froide, testez l'eau chaude, mettez sur un papier, faites-vous un brainstorming gigantesque avec toutes les options. Sortez, parce que là, vous êtes dans un lutte de pouvoir, de savoir, si vous cherchez un consensus, tout le monde va être malheureux. Donc dites-vous,
Est-ce qu'on a d'autres options ? Alors ça paraît fou, parce qu'en fait l'option, on se dit non, parce que l'autre option c'est se séparer. Mais peut-être pas. Peut-être que l'option c'est commencer par vivre 3 mois, 3 mois ensemble, et puis après on voit comment on peut faire. Quelle flexibilité vous pouvez offrir à votre couple pour vivre une dynamique où peut-être qu'on va plus vivre tout le temps ensemble, mais est-ce qu'il y a d'autres options ? Est-ce que c'est possible ? Même si vous l'imaginez pas, qu'est-ce que dans un univers, voyez, c'est juste pour ouvrir la conversation, pour sortir de cette lutte de pouvoir, moi je veux rester, moi je veux partir, qui est très toxique et très dangereuse pour le couple. Donc allez plus loin, autorisez-vous à en dire plus que ce que vous avez déjà dit et à envisager d'autres options qui sont tout aussi possibles que celles dont je parlais avant à propos de l'enfant qui va construire sa relation à distance. Et pourquoi pas construire pendant un moment une relation différente avec mon conjoint, imaginez une relation à distance et puis on se retrouve pour des honeymoons, pour des moments heureux ensemble, on construit autre chose. Je crois que le monde évolue et votre situation, elle va concerner de plus en plus de couples. Et dans le cadre de la mondialisation, eh bien, il faut imaginer, il faut qu'on soit créatif sur nos couples aussi. Ouais, c'est ça, se débarrasser peut-être de certaines pensées limitantes. La vie de couple, c'est pas forcément la même qu'il y a 30, 40, 50 ans. Écoutez, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. Peut-être qu'en conclusion, je sais pas si vous voulez récapituler en quelques mots les conseils que vous donneriez à des couples qui s'apprêtent à entreprendre une expatriation afin de minimiser les conflits potentiels qui seraient liés. Alors, on parle de différences culturelles, à la distance, au déracinement, au déséquilibre. Est-ce que vous voulez résumer en quelques conseils ? Volontiers. Alors en fait, en quelques conseils, j'aurais envie de vous dire, vous savez, comme en couple, on s'engage pas qu'une fois. On s'engage plusieurs fois. On s'engage de multiples fois. Donc bien sûr, on pense à l'engagement le jour où on décide d'avoir un enfant, le jour où mais tous les projets qu'on construit en couple, c'est l'occasion de se réinventer. Donc je dirais l'expatriation, c'est l'occasion de se réinventer et de faire vivre à nouveau un sentiment de liberté, ce sentiment de liberté qu'on a pu rencontrer quand on s'est rencontrés finalement, on s'est dit « Ah, enfin je peux être moi-même ». Parce que cette personne-là me reconnaît, me voit, je me sens aimé, je me sens compris. Et pardonnez-moi pour ceux qui ne se retrouvent pas, encore une fois, dans cette expression de ce que peut être un couple. Mais si l'expatriation peut vous offrir une opportunité, c'est celle d'être vous-même, de redéfinir vos rôles et pourquoi pas de remettre en cause des choses que vous n'auriez jamais osé remettre en cause avant. Cette fonction-là que j'ai toujours eue dans mon couple, par exemple la gestion des finances ou par exemple aller chercher les enfants à l'école tous les soirs, je veux plus l'avoir. Mais très bien, profitez-en. Dans le cadre de votre expatriation, réinventez-vous, redéfinissez vos rôles, remettez les choses sur la table et vous en serez que d'autant plus heureux. Puis vous irez à la découverte de, au fond, peut-être qu'il y a des choses que je ne savais pas du tout à propos de mon partenaire ou de mon conjoint. Et là, c'est l'occasion de le redécouvrir sous un nouvel œil, un nouveau regard et de donner du renouveau à mon couple. En gros, il faut baisser la garde, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut être vulnérable, il faut accepter. On fait tomber la sécurité, l'ancrage, etc. Profitez-en pour être vous-même jusqu'au bout. Voilà, profitez-en. Profitez-en. Eh bien, écoutez, voilà un beau mot de fin. Merci infiniment, Adélaïde Fulconis, pour tous vos conseils, tous vos éclairages. Je suis sûre que ça aidera beaucoup de gens, finalement, à continuer à définir la trajectoire de leur couple. Est-ce que vous consultez en ligne ou est-ce que vous consultez uniquement en France et à San Francisco ? Alors, je consulte en ligne. J'ai des clients un peu dans le monde entier, en fait, maintenant, même en Asie, en Europe, aux États-Unis, bien sûr, où j'ai habité de nombreuses années, 17 ans d'expatriation aux États-Unis. Ah, vous n'y habitez plus, là ? Je n'y suis plus, mais je continue à consulter aux États-Unis aussi. Donc voilà, je vous dirais oui, je consulte en ligne, je consulte en personne à Paris, mais je consulte également en ligne à distance. Et avec des couples, la consultation en ligne, ça marche merveilleusement bien aussi.
Voilà, aussi, ça marche très très bien et parfois chacun dans son environnement se sent davantage en sécurité, davantage libre de dire les choses parce que finalement, la thérapie de couple, ça n'est rien d'autre que s'autoriser à dire les choses et s'autoriser aussi à les écouter. Eh ben, très bien. Je mettrai votre site internet dans les notes de description de cet épisode. Encore un grand merci Adélaïde. Excellente continuation à vous et merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À bientôt. À bientôt. Merci Anne-Fleur. Au revoir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Adélaïde Fulconis pour tous ces éclairages que j'espère qu'ils auront été utiles pour vous. Si vous souhaitez retrouver les références dont on parle dans cet épisode et le site internet du cabinet d'Adélaïde, rendez-vous dans les notes de description de cet épisode, vous devriez y retrouver tout ce que vous voulez. Il s'agit du premier épisode expert de cette année 2024. S'il y a d'autres thématiques, des questions que vous avez, des choses qui vous intéressent, ou si vous-même, vous pensez pouvoir être expert d'une thématique qui pourrait intéresser nos auditeurs, n'hésitez pas à nous écrire directement. Vous pouvez m'écrire sur mon mail afandrely, @frenchmorning.com. La semaine prochaine, on prend la direction de New York en compagnie d'un certain Tristan. On en parle plus facilement aux États-Unis, même encore aujourd'hui, de race qu'en France. Ouais, même là, je pense que moi, je sais pas comment tu te sens, mais moi, même encore maintenant, quand je dis le mot race, dire le mot race, on se sent pas complètement à l'aise. Hein. Ouais. On a l'impression, on n'est pas du tout même à l'aise. Et d'ailleurs, quand je suis en France et quand je parle de mes recherches, tu sais, moi, j'emploie le mot identité raciale. Je dis jamais la race. D'accord. Tu vois, c'est super difficile. Mais alors maintenant, bien sûr, ici, c'était quelque chose, c'était même quelque chose d'un peu daté. C'est-à-dire qu'on en parle depuis tout le temps. Ça fait partie des fondements du pays. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire. À bientôt.